Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne pour aujourd'hui encore parler de Dragonborn. Mais aujourd'hui je ne suis pas tout seul puisqu'il y a avec moi Thomas. Bonjour. Il y a Laura. Il y a Vincent. Pouce rouge. Ce sera censuré, coupé au montage. Tu mettras un bip à la hauteur de la voix. Tu mettras un bip avec une photo de chat. Et aujourd'hui, on va faire un bilan un peu sur Dragonborn puisque la BT4 Surge of Titans vient de sortir. Et voilà, ça va faire un peu le point sur les débuts de Dragonborn, le milieu et où on en est maintenant aujourd'hui avec cette nouvelle extension en juillet 2018. Alors, pour ça, on va parler de plusieurs sujets. Donc, on va commencer au début de Dragonborn. On va revenir un peu dans le passé et on va vous expliquer pourquoi on a commencé à jouer à ce jeu qui est sorti en août 2017, ça fait quand même bientôt un an que le jeu existe. Et donc chacun va apporter un peu son témoignage et on va parler du jeu, pourquoi on y joue encore aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on voit du jeu qui nous plaît, qui nous attire, qui nous Voilà. fait maintenir dans le jeu. Voilà, et aussi, voilà, quelles sont les forces de ce jeu par rapport à d'autres jeux Bushiroad par exemple. Ouais. Donc qui veut commencer en nous parlant de... Alors je vais ranger mon magnifique binder mais c'est pour que vous voyez un peu les dragons secrets. C'est juste, Et Angela Lee. c'est juste pour qu'ils puissent se la péter un petit peu devant vous et dire Ouais. regarde, J'ai de l'argent. Et du coup, qui... Bah, je vais commencer. Vas-y, Vincent. Parce qu'on est sur mon playmat d'abord. C'est vrai. Voilà, moi aussi je tenais à dire que j'avais de l'argent. Donc, Dragonborn, concrètement, c'est apparu quand? Ça fait combien de temps maintenant? Bah ça fait presque un an, c'est apparu en août... Non, ça fait plus, hein. Non, 31 août. En fait, ça a été proposé en démo au BSF à Paris en 2017. Ouais. Et c'est sorti chez nous en août, le 31 août 2017. Ça fait un an seulement, 4 extensions en un an. Bah oui, c'est une extension tous les 3 mois. Ouais, bah tu vois, ça passe plutôt vite. Donc, Juste faire un petit état des lieux, donc c'est le dernier jeu Bushiroad, donc qui arrive après Logic MDR. Ouais. Et la particularité en fait de Dragonborn, c'est que c'est un jeu en fait qui est adapté pour l'Occident, qui est disponible qu'en anglais. Donc c'est une nouveauté pour Bushiroad qui se lance dans les TCG plus de style occidentaux, donc qui n'est pas soutenu par une série animée, qui est... ouais, qui cible vraiment un public occidental dans le sens où on n'est pas dans une hyper japanisation des artworks. Bah, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Ça, clairement, quand on voit ça, on penserait plus à du Magic ou à ce type de TCG qu'à un Yu-Gi-Oh, un Vanguard. Ou, Et même en termes de mécanique, on va venir aux mécaniques du jeu, mais on est vraiment dans... Ouais. Bushiroad sort un peu de sa zone de confort. D'ailleurs, le jeu est développé par Mike Elliott, donc, qui est l'un des développeurs des bonnes extensions de Magic, et par... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom alors que j'adore ce mec. Et donc voilà, donc c'est une collaboration vraiment entre Singapour et les US pour le coup. À la sortie, le jeu a été soutenu par une campagne caravane quoi. Donc ils sont passés dans les boutiques présenter un peu Dragonborn aux US principalement. Et nous on a pu tester le jeu au BSF avec des decks d'initiation qui, comme dans tous les jeux Bushiroad, n'étaient pas des decks qui reflétaient vraiment la profondeur du jeu, mais quand même un peu quand même. Bah, qui donnait assez envie pour qu'on puisse s'y mettre. c'est ça, en fait, ça présentait suffisamment le gameplay pour se dire ah, il y a des trucs à faire. Alors voilà, j'ai retrouvé le nom du gars, c'est Matthew. Mathieu. Ouais, Mathieu. Que Mathieu, hein. Que En Mathieu. fait, Matt, c'est son prénom et You, c'est son nom de famille. Non mais voilà, c'est celui que vous pouvez voir sur les vidéos de la chaîne officielle Dragonborn qui explique aussi un peu les cartes, etc. Donc voilà. Donc je vais te laisser continuer Vincent, donc pourquoi tu as aimé ce jeu et on va parler peut-être de tes cartes coup de cœur. Ouais. Donc, qu'est-ce qui m'a attiré dans le jeu? Déjà, j'avais envie d'avoir un deuxième TCG à ce moment-là, en dehors de Vanguard, qui ne soit pas Buddy Fight ou West Schwartz. West Schwartz parce que ça m'intéressait pas, le Ken Logic ça m'intéressait encore moins, et Buddy Fight m'a dégoûté à plusieurs reprises, donc j'ai pas eu envie de dégoûter. On a commencé à entrer dans l'ère où il commençait à faire n'importe quoi avec le mix de World et... En vrai, Buddy Fight, non mais même Buddy Fight au début. Il me semble que c'était l'époque où on commençait à faire des OTK. Où les games, voilà, c'était clairement des OTK. Où la défense ne suffisait plus comparé. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui m'a attiré? Bon, bah déjà, j'ai essayé le jeu simplement pour découvrir le jeu avec des decks d'initiation, et là, donc effectivement, c'était pratique pour sentir la mécanique.
Donc je me suis dit ouais pourquoi pas, je me suis laissé tenter, je vais me faire un deck. Donc perso au début moi j'étais parti, alors pour ceux qui savent, Shadow Paladin, tout ça, donc il y a 5 couleurs à Dragoborn, dont noir, donc moi directement je suis parti, ouais allez, il y a du noir, il y a du black, je vais partir sur noir. La destruction, contrôle, donc c'est vachement mon type de jeu. Pour juste vous expliquer vite fait les 5 couleurs pour ceux qui ne connaissent pas, du coup on a noir, c'est vraiment comme il a dit, destruction, contrôle. Destruction, contrôle. On a jaune, c'est vraiment plus de la défense, de la pioche. Et un peu de multi-attaque. Ah bon? Ouais, et restand. Ouais, bon, oui, c'est vrai. Du coup, on a du rouge qui est beaucoup plus aggro. Ouais. Donc c'est coller des dommages, c'est détruire des créatures, mais aussi détruire... Peu de CA. C'est plus coller des dommages et être agressif. Ouais. MDR. On a vert, donc vert c'est la couleur des ressources, du mana, comme dans à peu près tous les TCG du monde, qui copient Magic. Et on a bleu, qui n'est pas une couleur très populaire pour l'instant, mais qui commence à devenir correct. Hein. Voilà, donc bleu c'était vraiment la couleur de l'entrave, du reste, de la paralysie, voilà. C'est le freeze, clairement voilà. C'est le freeze. Donc voilà, je te laisse continuer Vincent. Donc ouais, moi j'étais parti sur Albert à ce moment-là. Donc qui est une carte de contrôle, donc pour ceux qui connaissent pas, bon, je vais peut-être pas réexpliquer les skills, c'est peut-être un peu abusé. En gros c'est une carte qui me plaisait beaucoup et j'avais noté notamment chez Jaune des cartes de moteur de pioche. Donc Albert il a un effet qui est personnel, ça nécessite d'avoir une copie de lui-même en main et donc je me suis dit ouais ça peut être sympa de faire un deck où on pioche beaucoup, où on tuto les Albert pour péter la sortie adverse et donc être très agressif et faire du contrôle quoi. Donc j'étais parti avec ce deck là, notamment cette carte là aussi hein, qui est vraiment stylée, noire. De oui, Midnight, attends par contre on la voit pas. Midnight Visitor. Midnight Visitor, vraiment une bonne carte. Donc, et une belle carte aussi. Un autre point fort du jeu, les artworks aussi. Ils sont très soignés. Clairement les artworks sont ultra soignés et là par exemple pour ce deck là j'ai réussi à faire des trucs sympas en tournoi avec alors que c'est un montage mais purement fictif, qu'il n'y a aucune histoire d'archétype de quoi, non j'ai juste mis les cartes dont je pensais qu'elles étaient capables de marcher ensemble parce qu'il y avait une synergie quoi. Il n'y a pas spécialement de synergie entre jaune et noir dans les effets de cartes, c'est juste j'ai vu qu'il y avait moyen d'avoir de la pioche etc. et donc de tutoriser le personnage. Ce qu'il faut dire aussi c'est que il n'y a pas de synergie entre jaune et noir, par contre il y a effectivement des synergies entre les couleurs. Ouais, il y a certaines jaune, vert marchent ensemble, ça correspond aussi un peu à la lore du jeu, mais jaune, vert marchent ensemble, noir et rouge marchent ensemble sur certaines combinaisons, et bleu c'est un peu entre les deux quoi. Mais là pour le coup, c'était plus une histoire de synergie de deck. Ouais, c'était plus une histoire de synergie de deck. Et donc juste pour la petite histoire, aujourd'hui en BT4, ce deck a évolué de ouf, mais il est toujours jaune-noir comme au début, accès pioche, contrôle, rush. Quoi. Il n'y a peut-être plus Albert dedans. Mais... Non, il n'y a plus Albert dedans, c'est vrai. Mais le corps est resté. Le corps et la philosophie est resté quoi. Après, donc en deuxième extension... Alors j'avoue que la deuxième extension, pour être tout à fait honnête, elle m'a fait un peu peur parce qu'il y a eu un énorme up des skills. Première extension, les skills étaient très basiques. Très basiques, ouais, très raisonnables et tout. Et deuxième extension, on s'est commencé à avoir des monstres assez hardcore. Donc là j'en présente deux qui sont mes deux cartes préférées de la deuxième extension en fait, que je jouais, bon noir bizarrement. Hein. Donc Sénès, le Lord de Dragon de la BT2. Et Kane qui est clairement ma carte préférée du jeu, sur laquelle je joue deux decks à cette heure-ci. Donc après en troisième extension on a eu le droit... Faut juste dire que en fait c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cartes qui faisaient peur en BT2, mais quand on jouait au jeu ça se ressentait pas tant que ça. Si, ça se ressentait uniquement format BT2, c'est après avec la sortie des extensions suivantes que je trouve que ça s'est calmé. Vraiment, hein, franchement c'est vraiment mon ressenti, c'est mon ressenti perso. Oui c'est pas mon avis non, c'est pas mon avis mais bon c'est pas grave. Donc voilà. Après, comme donc troisième extension et donc quatrième extension, ça va, le jeu a bien assis ses bases, le jeu est devenu vraiment intéressant et conforme en matière de deck building. Donc il y a eu pas mal de cartes qui sont sorties, hein, qui m'ont continué à me donner envie de jouer, notamment ça qui me permet de jouer un deck donc gobelin démon, qui est plus archétypé cette fois. Mais on présentera les archétypes peut-être après. Ouais. Des cartes de contrôle, enfin voilà quoi, pour l'instant. Je pourrais continuer, je pourrais en montrer plein d'autres des cartes hein, qui me donnent envie de jouer, mais
Concrètement, après 4 extensions, mon point de vue final sur le jeu, c'est que clairement, Dragoborn c'est le jeu le plus cérébral en matière de gameplay et de deck building, parce que les possibilités sont énormes, les combinaisons sont aussi énormes en matière de deck building qu'elles n'ont d'impact sur le jeu lors du déroulement d'une partie. Donc ça veut dire qu'il faut quand même vachement bien connaître les cartes pour anticiper potentiellement ce que l'adversaire utilise comme stratégie, comment il a tourné son deck et donc comment réussir à contrer son deck. Donc c'est vraiment une partie qui est très très puissante en matière de réflexion à ce jeu. C'est clairement un des jeux les plus plaisants sur ce plan-là. Pour moi, c'est clairement le jeu le plus cérébral de Bushiroad, le meilleur jeu de Bushiroad, tout simplement. Pour moi, à cette heure-ci, ouais. Pour moi, à cette heure-ci, je parlerai de mon expérience après sur le jeu, mais on va laisser peut-être Thomas présenter. Et on reviendra après sur le bilan de Dragoborn qu'on fait aujourd'hui. Après combien on en est 12, 13, non, 14 juillet 2018 14 juillet 2018. Donc pour moi, le bilan, c'est Dragoborn validé, approuvé, testé, tout ce que vous voulez, ça me va. Thomas, vas-y. Donc moi pour ma part le jeu je l'ai un peu commencé en voyant les autres y jouer. C'est un jeu que j'ai commencé sans grande... on va être sincère, sans grande ambition. C'est vraiment un jeu que j'ai commencé en prenant un TD en me disant ouais je récupérerai éventuellement des cartes à droite à gauche, je monterai des decks avec DR, pas forcément en recherchant les grosses raretés. Donc les premiers mois j'ai commencé en jouant avec des cartes où j'aimais les artworks, où j'aimais les effets, comme par exemple The Keeper et l'archétype Homunculus que je trouvais sympa. Le problème pour moi a commencé à arriver à la BT2, où ma vision du jeu a drastiquement changé. Quand je me suis confronté à des decks comme Sigrun, comme il me semble que Rhys était déjà sorti. Ouais, oui, Rhys est sorti BT2. Sigrun et Rhys, c'est les deux piliers de la BT2, c'est-à-dire que quand vous construisiez un deck, il fallait anticiper Rhys obligatoirement pouvoir jouer en rencontrant ces deux cartes. Du coup, en me confrontant à ces cartes, la frustration a fait que je me suis dit bon, va peut-être falloir commencer à penser penser ton deck. Aussi sous les conseils de Vincent, à penser à une ligne directive pour ton deck qui est un truc qui serait vraiment intéressant. J'ai cherché à voir qu'est-ce qui me plairait, et c'est là que je me suis rendu compte que au vu des deux cartes Rhys et Sigrun, ce que mon deck avait besoin c'est du field control. Et qu'est-ce qui fait du field control? Les spells. C'est là que je me suis rendu compte que des cartes comme Fleur, comme Shadowhunter existaient. Donc c'est des cartes qui sont clairement axées sur Fleur, elle est belle. Fleur est une très belle carte, honnêtement. C'est une des cartes qui m'a... DCWJ, tapez ça sur Facebook, l'artiste est incroyable. C'est une des premières cartes que j'ai cherché à récupérer pour faire le deck. Donc c'est des cartes qui marchent avec les spells. Donc pour Fleur, son deuxième effet vous permet de récupérer des spells à chaque tour quand elle attaque. Shadowhunter, c'est un spell qui cible une créature, peut être multiplié par 2. Que tu peux jouer tu peux copier un spell qui a été joué ce tour. Si le spell en question cible, il y a eu aussi d'autres cartes comme Ferocity Unleash qui étaient basiquement c'est vous révélez les 3 cartes du dessus de votre deck et vous jouez tous les cost 3. Donc mon deck était axé full créature G cost 3, full spell cost 3. Et puis il y a des cartes comme Raid qui rasent un board. Donc c'était vraiment l'optique là du deck que j'ai fini par adopter. Et aujourd'hui à la BT4, je continue à builder ce deck et à l'augmenter avec des cartes comme par exemple Bellicose Brune-Mage qui est sorti en BT3, qui permet de récupérer des spells si le spell coûte moins que votre dé bleu. C'est ce qui est intéressant avec Dragoborn, c'est que malgré pourtant que c'est un petit bémol que j'aimais dans les deux dernières sorties où on a eu pas mal de supports orientés archétypes pour machine, gobelin démon, ange, dragon. Ils sortent malgré tout quelques cartes assez génériques comme Bellicose Brune-Mage, comme le... même après les cartes, je trouve que même les cartes archétypes tu peux les jouer dans des decks qui ne le sont pas, comme par exemple là je voyais pour la BT4 ils ont sorti ça, donc il y a une machine qui pourtant est axée à un effet qui permet de jouer des spells. L'un des gros points faibles de mon deck c'était qu'il était vulnérable au rush. Ils ont sorti ça pour machine qui marche très bien dans mon deck.
Donc voilà, c'est vraiment bien parce que c'est des cartes génériques qui fonctionnent dans tous les decks. Donc même s'ils sortent des cartes archétypes, et on en parlera après du coup des archétypes. Mais du coup, ouais, c'est pour ça qu'honnêtement, ce qui me plaît à Dragoborn, c'est à 2-3 exceptions près, on va dire, c'est un jeu que j'aime parce qu'il est équilibré, qu'il offre, il offre sa chance à tout. Si vous êtes intelligent. Il offre sa chance à tous les types de decks que vous voulez faire, si le deck est bien pensé, si vous vous y mettez, si vous voulez, si vous cherchez à faire un résultat avec votre deck, il y a moyen de le faire. Moi, ce qui m'a fait démarrer Vanguard, en fait, c'est l'aspect. Dragoborn. Merci beaucoup. Et elle l'a pas fait exprès en plus. J'étais pas concentrée, c'est tout. Non, c'est vraiment juste la tête des cartes. Alors, moi, c'est vrai que quand on avait commencé par les sets pour débuter, j'étais pas spécialement convaincue par le gameplay, ça c'est sûr, mais finalement, j'ai acheté un TD avec lui en particulier, et finalement, le jeu m'a bien plu. En ouvrant quelques boosters, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres artworks qui étaient vraiment magnifiques, dont une de mes cartes préférées, Terrax. Voilà. Ça, c'est vraiment l'aspect un petit peu bestial, on va dire, dragon, bête. J'avais bien kiffé, mais quand j'ai rencontré ensuite Hajime Senpai, une de mes cartes préférées, clairement, j'ai craqué pour le deck machine. Voilà. Je dois avouer pour le coup... Je sais pas si on voit bien. Ouais, ça a du mal à faire le focus. Ouais, ça va venir. Donc après, ouais, j'ai démarré un petit peu de ce côté-là, où vraiment ça tapait du poney, hein, clairement. Non, même dans la deuxième extension, t'avais Svavas. Oui, il y avait Svavas, mais Svavas, je l'aimais pas plus que ça, mais je trouve que celle-là, elle a vraiment la classe, quoi. Et puis en dragon, toujours, parce que, faut dire, j'aime beaucoup les dragons. Il y a Scorian qui me plaisait beaucoup aussi. Qui est sorti dans la BT4. Qui est quand même balèze en soi. La BT4. Ouais, la BT4, elle est incroyable. Ce qui me plaît aussi dans Dragoborn, pour le coup, c'est les promos. L'artwork change pas forcément systématiquement, mais au moins la tête de la carte, quoi. Voilà, ça c'est une de mes cartes que j'apprécie beaucoup. Il n'y a pas le contour comme on pourrait le voir sur une autre carte. Elle brille, c'est un peu comme une SP. Voilà, ça me plaît bien. Le jeu est vraiment cool, il y a de quoi faire, il y a pas mal de joueurs, en vrai. Ils sont très bons, il y a de quoi faire. À moi. Du coup, pour la petite histoire, donc... C'est maintenant que vous quittez la vidéo. Voilà, c'est ça. Donc, Dragoborn sorti il y a 1 an en août, annoncé à la mort de Lock & Logic, faut le dire, historiquement c'était... Voilà. Et comme je pense... À la mort européenne, parce que... Oui, à la mort internationale de Lock & Logic. Du coup, perte de confiance entre guillemets des gens envers Bushiroad d'un peu, et là ils annoncent un jeu donc plus occidental, type Magic, donc qui s'appelle Project DB, qui deviendra plus tard Dragoborn, et qui a un gameplay qui se joue avec des dés. Donc comme tous les gros connards que j'ai eu un a priori négatif sur le jeu du fait qu'il jouait des dés, on va pas se le cacher. Quand on pense Dragoborn, quand on pense dés, quand on pense TCG, on a toujours cet a priori de dire que... plus de facteurs chance. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, on a cet a priori de se dire que en fait, ce que font nos cartes vont être conditionnées par le résultat du dé. Et en fait, c'est totalement faux. Puisque dans le gameplay, en fait, au bout d'un moment, quand vous jouez, les dés, vous ne les regardez même plus, en fait. Ça va juste... Vous faites un petit peu attention aux valeurs pour certaines cartes, mais c'est pas ça qui change. Voilà, en fait, si vous avez une certaine... En fonction de comment vos decks tournent, en fait, si vous avez une certaine valeur, vous pourrez débloquer des effets bonus. Sinon, vous aurez souvent des choix entre les différentes valeurs de dés. Mais en soi, avoir un mauvais lancer ou un bon lancer, c'est rarement... Ouais, puis de toute façon, l'utilisation des dés et de leurs valeurs, c'est clairement intégré au skill que requiert le jeu. Voilà. Donc en fait, les dés n'impactent pas forcément plus le gameplay que ça. Ça rend le gameplay vraiment passionnant dans le deck building, je vais l'expliquer plus tard. Et c'est ce qui m'a fait vraiment adhérer au jeu aussi. Donc moi j'ai testé justement au BSF donc de 2017 avec la deck d'initiation. Et là en fait j'ai constaté une certaine profondeur dans le jeu qui m'a beaucoup plu. Du fait qu'on puisse mixer toutes les couleurs, que chaque couleur avait sa spécificité. Que si jamais du coup on jouait monocolore, on avait un lancer de dés plus malléable.
Par contre, si on jouait tricolore, on pouvait jouer une stratégie plus viable, mais on était dépendant de nos lancers de dés. Donc il y avait tout cet aspect-là, et l'aspect justement mélange de couleurs, deck building profond, qui m'a beaucoup plu. Alors, à la BT1, donc moi j'ai direct accroché au jeu, on va pas se cacher. On a acheté les TD, et là, entre les decks de démo et les TD, c'était un monde. C'est-à-dire que c'était incroyablement plaisant de jouer avec les TD, la mécanique, toutes les mécaniques du jeu étaient vraiment incroyables, les TD étaient vraiment bien équilibrés entre eux. Et ensuite à la BT1 en fait, déjà les artworks, moi qui m'ont beaucoup plu, donc il y a Sanctuary Enforcer, il y a Ravian, donc c'est la harpie. Mais moi, plus que les artworks, en fait c'est vraiment la mécanique intrinsèque du jeu quoi. C'est vraiment différent de Vanguard, où Vanguard vous êtes vraiment dans des clous, il y a votre clan, vous pouvez tomber en tournoi avec 10 mecs qui ont la même decklist que vous à une ou deux cartes près en tech, tu sais. Mais là vraiment c'est en tournoi, on rencontre différents types de decks, différents types de mécaniques, et vraiment personne n'a le même deck, sauf ceux qui net deck du coup sur les autres. Donc voilà, c'est... Après il y a aussi une carte que j'aime beaucoup, moi c'est Bloody Baroness, voilà juste BT1, et celle-là c'est la version promo qu'on recevait justement quand on participait au tournoi Dragoborn. Tournoi Dragoborn qualificatif pour l'Europe, donc à la BT1 c'est Yoav du coup qui s'était qualifié avec le meilleur deck du format BT1, donc Dragon Ramp. Après à la BT2 donc on avait Offering of Souls qui était un bon deck buildé par notre ami Val, et en fait à la BT2 en fait il y a deux cartes que j'ai beaucoup aimées, normal je les jouais et elles sont aussi très belles, et c'était les deux piliers du format, donc c'était Rist et Zigrun que voici. Donc Rist qui était le deck aggro parfait et Zigrun qui était la carte défensive parfaite. Donc les deux cartes étaient plus ou moins bien complémentaires. Après voilà, je passe sur... moi j'ai continué à jouer au jeu vraiment intensément jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment, je pense, mon TCG Bushiroad préféré, pour une raison toute simple, c'est que moi j'aime beaucoup le deck building. Et en deck building, là, je pense que c'est vraiment... En 4 extensions, je crois que dans cette pièce, on serait tous les joueurs Dragoborn, on serait genre 7-8. Tous les joueurs Dragoborn de Nancy, Metz, je précise. On mettrait tous nos decks l'un à côté de l'autre, je pense que personne n'aurait la même compo. Avec un même concept de base. Et tous tourneraient. Hein. Ouais. C'est assez ouf. Parce que moi, je joue Rist avec... rouge, jaune, vert. Ben le joue rouge, vert, bleu. Il y en a qui le jouent juste rouge, vert. Donc voilà. Donc ensuite, bon là j'ai continué. Et en fait, ce qui m'a vraiment plu dans Dragoborn et ce qui m'a vraiment poussé vers ce jeu, je vais le dire très honnêtement, c'est quand on était au BSF de Mouveau. Je vois la finale Vanguard, elle est assez dégueulasse avec le format GBT14, on va pas se mentir. Et après en fait, on voit la finale Dragoborn, enfin la demi-finale Dragoborn. Val contre Hassan, Hassan jouant le meilleur contre possible contre le deck de Val. Val qui a énormément bossé son deck et qui a créé un deck vraiment top méta de toutes pièces. C'est-à-dire que comme Vincent l'a dit, en fait Dragoborn, il n'y a pas vraiment de piste directrice, on n'a pas de clan, on n'a pas... Voilà, c'est vraiment... Il faut trouver une synergie dans le deck et essayer de vraiment s'entraîner pour que le deck puisse arriver à un stade où il tourne vraiment bien, on connaît vraiment bien les combos, on connaît vraiment bien la situation, etc. Et donc, pour revenir à la petite histoire, Val tombe contre Hassan. Hassan joue un deck ambush. Val n'a dans son deck qu'une seule carte pour gérer les embouches. Du coup, il lance son deck. Et malheureusement, comme il n'a pas les cartes pour contrer cette mécanique, il perd la première. Après, du coup, il apprend de ses erreurs. Il avait un side adapté à ce genre de situation. Du coup, il a sidé contre le deck d'Hassan. Il gagne la deuxième. Et à l'issue de la deuxième, il dit « c'est bon, j'ai compris ». Et du coup après il commence à lui taper des forts et il commence à surprendre parce qu'il avait vraiment compris le but du deck d'Hassan et les faiblesses. Et après du coup quand il est arrivé à son tour entre guillemets qui fait tourner le tour sur lequel son deck est basé, et bien du coup le fait qu'il ait bien joué sur le début de la partie, ça lui a donné la game. Et en fait c'est vraiment une game plaisante à voir parce que c'était vraiment stratégie contre stratégie quoi. C'était vraiment... Ce qu'il faut dire c'est que normalement le deck de Val ne prend aucun fort jusqu'au final turn et là il a dit bon tant pis j'abandonne ça et j'y vais. Voilà c'est exactement ça. En fait il mise tout sur un tour où il scelle toutes les options, et contre Hassan comme il ne pouvait pas gérer ça, il a improvisé, et parce qu'il a du talent il a réussi à gagner quoi. Et parce que sa stratégie était on va dire globalement brillante et son deck build était vraiment adapté. Et du coup il a gagné le tournoi en ayant du mal quand même avec même avec son talent il a eu du mal parce que le jeu est globalement bien équilibré.
Et c'est là aussi où je veux en venir, c'est que aujourd'hui à la BT3, à la BT4, on a des nouvelles cartes donc, qui arrivent, donc là moi je suis séduit parce qu'il y a un dino, mais surtout en fait dans les nouvelles cartes qui arrivent, en fait à chaque extension, moi j'ai l'impression que le jeu est vraiment bien équilibré parce que quand ils sortent un truc qui est un peu borderline craqué quoi, ils donnent à une autre couleur le quoi le contrer. Donc ça veut dire qu'en fait quand vous buildez un deck avec une certaine stratégie, il faut que vous anticipiez que l'adversaire ait la carte qui peut vous mettre en danger. Et en fait, comme ils en donnent plusieurs, etc., à d'autres couleurs, ça, voilà, tout ça s'équilibre, quoi. Donc au final, un jeu vraiment passionnant, avec un deck building vraiment profond. Un jeu qui est globalement équilibré, qui est jamais, je trouve, jamais frustrant. Moi franchement, je suis jamais frustré parce qu'on se remet sans arrêt en question sur le build et quand on creuse son build, bah c'est là qu'en fait on va être. Au début, on va être un peu frustré parce que. On comprend pas tout de suite pourquoi ça marche pas. Voilà, c'est ça. C'est assez subtil. Hein. Voilà. Donc en fait, quand on build un deck, on va se dire ouais, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et après, en fait, on va prendre des avis auprès des autres et ils vont dire ouais, mais mets ça parce que ça. Et du coup, après, la satisfaction, c'est quand votre deck va commencer à tourner. Quand vous allez voir que votre deck il roule bien des mécaniques quoi. Et du coup là vous allez avoir cette satisfaction parce que vous êtes parti de rien, on vous a donné aucune ligne et vous êtes arrivé à quelque chose qui tourne quoi. Ça c'est vraiment ultra satisfaisant. Et du coup, autre avantage qui fait que c'est un bon TCG, c'est que contrairement aux autres jeux Bushi, ils ont un rythme de sortie qui est de une boîte toutes les 4 mois. Ouais. Ça permet de jouer à Vanguard tranquille et d'investir tous les 4 mois quoi, périodiquement. Surtout que comme c'est un TCG où il y a énormément de possibilités qui peuvent donner envie, ça vous laisse aussi le temps de récupérer un peu ce qui peut vous faire plaisir. Et les cartes sont pas chères. Et les cartes sont globalement pas chères. Généralement aussi, ce que je tiens à dire, même si... T'es pas dans la vidéo toi. Mais vas-y, dis ce que tu veux. En vrai, je trouve qu'un achat de BT est beaucoup plus facilement rentabilisé à Dragoban qu'à Vanguard. Ah, je suis dans le sens où... parce que Vanguard, c'est parce que tu prends par carton, tu vois, et t'as les secrets qui... Mais puis, au moins à Dragoban, tu vois, tu peux ouvrir ta boîte et dire ah tiens celle-là elle pourrait marcher dans mon deck et l'introduire. Ouais ça en fait tu prends beaucoup de boîtes pour avoir toutes les cartes vu que tu peux mélanger toutes les couleurs. Du coup maintenant on va passer au deuxième sujet de discussion sur... j'ai perdu ma feuille du coup. Nous allons donc passer au deuxième sujet de discussion qui est à la BT3 le virage archétype. Parce que ce que nous on a considéré en tant que joueur de TCG un peu plus expérimenté comme une qualité, à savoir le fait de ne pas avoir de ligne directrice, ça peut rebuter des joueurs d'autres TCG qui aiment bien... voilà, c'est une aide de deck building quoi. Un peu, ouais. Donc du coup, ils ont commencé à introduire des archétypes pour pouvoir guider les nouveaux joueurs vers le jeu. Et ça a plutôt bien marché puisqu'on a réussi à avoir quelques joueurs qui du coup commençaient avec un archétype, puis après commençaient à se faire un deck à côté. Donc on va présenter les différents archétypes. Donc on a Ange, qui n'est pas un archétype qui fonctionne à lui tout seul, c'est plus... Alors, pour dire, les archétypes, ils se basent sur le... Comment on pourrait... Le trait. Le trait, voilà. Ouais, le trait de la créature, en fait. Donc vous avez Ange, donc ici vous avez deux exemples, moi des cartes que j'aime beaucoup. Si j'arrive à trouver Kion. Donc là par exemple vous avez une double de la BT4. Et la Kion elle est à la fin, voilà. Regardez, franchement regardez cette carte comment elle est magnifique. Donc vous avez les anges, vous avez les machines, et Laura est-ce que tu veux expliquer machines? Moi je dirais que c'est déjà, il y a une partie meule de ressources. Dans toutes les couleurs, c'est pas un archétype. C'est pas un archétype, ouais. Dans toutes les couleurs, et en fait c'est que tu meules ton deck tout simplement. Pour avoir, et en fait tes effets marchent en fonction du nombre de machines que tu as en drop tout simplement. Exactement. Ou alors de nombre de machines sur le terrain, comme celle-ci qui demande le premier effet, il faut avoir 2 machines, le second effet c'est 3 machines ou plus, et le dernier effet c'est 5 machines ou plus, tout simplement. Donc voilà, machine c'est plus meuler son deck ou spammer son terrain. Ou meuler sa main tout simplement avec cette c'est carte. assez rigolo parce que du coup ça applique des mécaniques un peu dans toutes les couleurs dans lesquelles ça existe. Ouais. C'est ça. Mais ça c'est sympa. Ouais. Donc du coup, machine hop, Vincent, Gobelin Démon. Ouais, Gobelin Démon. Donc là je vais ressortir donc une de ma carte préférée qui est Kane en l'occurrence. Donc l'archétype Gobelin Démon c'est, en tout cas pour l'instant c'est rouge-noir. C'est un deck aggro contrôle clairement, donc qui exploite à fond les mécaniques rouge et noir. Donc les gobelins sont plus là pour je dirais ouais c'est ça, c'est ça, c'est la chair à canon. Non
c'est la chair à canon pour les démons, donc ça supporte les démons finalement. Les démons qui sont plus les cartes qui ont vraiment les effets puissants, bon, en l'occurrence Kain, hein, que si vous voulez voir ce que fait Kain, je vous invite à aller regarder la carte, vous allez... Regardez les vidéos de match qu'on a fait aussi. Regardez les vidéos de match, donc c'est vraiment ultra plaisant. Donc ils ont sorti pas mal de cartes de support, pour autant... vous pouvez jouer des cartes comme des cartes gobelins ou des cartes démons dans d'autres decks gobelins démons, quoi. Donc voilà. Ils ont des cartes comme comment ça s'appelle la spell 3, la nana. Laquelle? La double R. Unholy Alliance. Ouais, Unholy Alliance qui du coup te permet de meuler le deck mais de te permettre de récupérer que des gobelins des démons. Ouais, c'est ça. C'est pas une carte très générique. En fait, il y a des cartes vraiment ultra ciblées, archétypes. Comme là, Gobelin Zuka. Ouais, voilà, il y a des cartes ultra ciblées archétypes, effectivement, comme cette carte, en fait, elle dit, en gros, c'est une carte qui a un effet en fonction de si vous révélez sur le top deck un gobelin ou un démon. Donc ça, sur d'autres builds, vous allez potentiellement pas le jouer, quoi. Si vous savez pas on peut toujours la jouer parce que c'est un coster 1 et la carte, peu importe ce qu'il y a sur le dessus, ouais, elle vient dans ta main, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, celle-là, elle est vraiment ciblée archétype, mais les autres, c'est pas parce qu'elle est ciblée archétype que... t'es obligé de jouer archétype. Hein. Oui, non, ce que je veux dire. On peut les jouer dans d'autres decks que les decks archétypes, même si elles supportent bien l'archétype Gobelin Démon. C'est ça. Donc... Par exemple, Kain, tu la joues dans ton deck vert, noir, jaune, alors qu'elle supporte très bien aussi Gobelin Démon. Ah bah c'est clair. Donc ça, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai deux decks. J'ai un deck Gobelin Démon, donc là qui exploite vraiment à fond la mécanique Gobelin Démon. Mais Vincent, dis-nous, quelle est la mécanique Gobelin Démon? Mais la mécanique Gobelin Démon, c'est rusher, taper, tuer, c'est tout. Ah, moi j'aurais dit plutôt que c'est sacrifier les gobelins avec des démons. Eh bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gobelins ne sont là que pour... Tu sais, le mec il fait la vidéo, le mec il fait sa vidéo lui juste à côté, mais il suit pas ce qu'on dit. Bah non, parce qu'il a juste dit c'est la viande, c'est pour ça. Il a expliqué clairement que les démons sacrifient les gobelins, et les gobelins ont des effets lorsqu'ils sont détruits. Exactement. Mettez les dés, etc. Voilà, c'est tout. Je voulais cette précision. Toi tu vas te calmer, toi. Oui, chef. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme archétype? On peut parler de elfe. Ouais, on peut parler de elfe. Qui a un deck elfe sous la main? Bah pas toi, puisque t'es un mauvais. Oui, effectivement. Donc elfe, en fait, c'est aussi un archétype qui a été introduit dans BT3. Globalement, le virage archétype s'est vraiment fait à la BT3. Au BT2, on avait que machine. Et en fait, elfe, si t'as Lady Luthiel, voilà. Lady Luthiel, en fait, voilà cette carte elfe. Donc elfe, c'est vraiment des petites cartes qui vont s'invoquer, qui vont popper un peu sur le board et qui vont vouloir rusher le terrain adverse. Par exemple, cette carte, elle dit on révèle les cartes du dessus du deck et si un coste 2, elfe, on peut l'invoquer. Du coup, on va vite pop très rapidement son board. Et ça joue en fait une grosse synergie avec vert-jaune par exemple. Donc là, Lady Luthiel aussi permet de faire du super call et donc de remplir un board très facilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme archétype qu'on n'a pas évoqué? Pas grand chose, hein. Archétype dragon. Ouais, dragon, mais dragon. Hello, darkness, my old friend. Tu sais que tu la tiens à l'envers. Ah bon? Là. Et oui, Homunculus, mais Homunculus c'est pas un archétype disparu à partir de la BT3. Non, c'est un trait. C'est plus un trait qu'un archétype pour l'instant. C'est un trait sur lequel tu pouvais faire un deck, mais bon, c'est plus un deck fun. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour des principaux archétypes. Beaucoup Il y a de aussi joueurs dans la communauté. dragon, ange, gobelin démon. Il y a beaucoup de joueurs dans la communauté qui attendent désespérément un archétype Werdist aussi. MDR, non. Non mais voilà, enfin tout ça pour dire qu'il y a des archétypes, si vous souhaitez commencer au jeu et avoir une decklist toute prête et ne pas hésiter justement à y aller. Donc voilà, vous avez des archétypes qui permettent de vous guider dans la construction de votre deck. Et enfin, le bilan, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le jeu. Je vais laisser parler Vincent du coup. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est que le jeu il me convient très bien comme il est. Les possibilités dans des buildings sont assez hallucinantes. Aujourd'hui, on pourrait vite, au début du jeu, se dire mince, il y a des obstacles insurmontables, mais non, les solutions existent, il faut juste les chercher, il faut juste les trouver. Et ne pas hésiter à échanger avec d'autres joueurs, rencontrer d'autres joueurs qui vont apporter cette expérience, vont te dire bon bah voilà, qu'est-ce que vous avez mangé hier. Donc voilà, j'ai juste une appréhension à un moment, mais cette appréhension s'est dissipée parce que BT3, BT4 m'ont apporté des choses qui me satisfaisaient pleinement. Ouais. En fait, BT1 c'était vraiment un support, le support basique, mais plaisant.
Ouais. BT2, le support a quand même été épicé un peu, un peu épicé. un peu violent. Mais moi, perso, le jeu me convenait quand même. BT3, là ils ont calmé un peu plus la sauce et on a plus eu des grosses cartes de support, plus que des cartes vraiment agressives. C'est ça. Et BT4, là on recommence à avoir des cartes un peu plus agressives, avec notamment le Keyword Overflow qui arrive. Mais on a aussi du support un peu pour tout le monde et des contres vraiment sympas. Quoi. Ouais. As-tu parlé du side? Oui, j'ai dit qu'il y avait un side. Du coup, Thomas, toi où t'en es aujourd'hui? Bah aujourd'hui j'en suis toujours avec le même deck que je me plais à rebuilder et à réaugmenter à chaque extension. Faut peut-être que je me mette à faire un autre deck histoire d'explorer un petit peu de nouveaux horizons, mais honnêtement le jeu me plaît bien. C'est un bon jeu pour... C'est un jeu plaisant, un jeu détente, c'est un jeu exigeant aussi, je trouve. C'est un jeu ultra exigeant. Si vous voulez y jouer pour le fun, c'est faisable, largement, il n'y a pas de souci. Par contre, vous voulez vraiment pousser la mécanique, là, va falloir vraiment commencer à... C'est vraiment le jeu le plus compétitif de Bushiroad, déjà parce qu'il est en BO3. Ouais, déjà. Avec Side et enfin voilà, faut vraiment se casser la tête sur son deck. La game, elle finit pas en un seul tour, coucou Buddy Fight. Coucou Vanguard aussi. Coucou Vanguard. Coucou certains formats de Vanguard. Il y a des décisions qui sont vraiment impactantes pour l'issue du jeu. Vous pouvez taper si vous voulez, mais si vous vous retrouvez sans défense, vous allez vite vous prendre le coup. Ce qu'il faut dire aussi en termes de mécanique, c'est que quand tu tapes avec une carte, tu ne peux pas défendre parce que la créature est inclinée. Du coup, en fait, faut vraiment que vous comptiez. Est-ce que vous pouvez prendre des forts? Mais si vous prenez des forts, vous donnez des cartes à votre adversaire en main avec lesquelles il pourra vous répondre. Mais vous perdez aussi un défenseur. Est-ce que l'adversaire est en position de vous finir? Est-ce que vous pouvez le finir? Il y a aussi le petit facteur chance avec les fort burst. Donc des fois vous vous dites ouais j'ai le nombre d'attaques qu'il faut pour survivre, enfin pour le tuer, mais s'il a un fort burst, du coup ça peut me voler la game. Donc est-ce que tu vas taper pour lui donner plus de cartes en main? Voilà, c'est ça, c'est vraiment... Il y a en fait beaucoup de choix en dehors du fonctionnement des cartes elles-mêmes. Voilà. Comparé à d'autres TCG où vous pouvez vous reposer entre guillemets sur les combos de votre deck. Si vous connaissez bien votre deck, il pourra tourner. Je pense à certains formats de Vanguard effectivement. Là en fait, vous ne pouvez pas juste taper tout droit et réfléchir après quoi. Ouais, c'est clair. Non, parce que sinon vous prenez le retour de flamme et vous perdez. Voilà. Clairement. C'est un coup de main à prendre au début, c'est savoir quand taper, quand rester sur la défensive, etc. Et du coup, Laura, toi aujourd'hui? Oh là, j'ai perdu le fil. C'est toi ton... Ah oui, bah moi personnellement, je vais être honnête avec vous, j'ai eu un deck machine, Vincent avec une partie de mes cartes a fait encore un autre deck machine, et je crois que je vais encore en faire un, tellement il y a de possibilités en fait. Surtout toi, on avait tous le même deck machine entre guillemets. C'est ça. Et après du coup toi t'as enlevé le vert, et du coup t'as un deck machine qui était genre incroyable mais nouveau quoi. Complètement nouveau parce que d'après ce que j'ai les retours de la communauté de toute la France, je crois que je suis la première à avoir... émis l'hypothèse que le noir fonctionnerait très bien dans la machine, et personnellement j'en suis vraiment pas déçu. Je regrette tellement pas d'avoir enlevé le vert. Ah, donc le deck Sunscale fait de la multi-attaque en se basant sur le restand des cartes, c'est le seul à faire ça par contre, ça, le restand des cartes en battle phase. Là où Gobelin Démon en fait on pète les cartes pour les recall un peu style Shadow Paladin ou Tachikaze pour la comparaison Vanguard quoi. Mais pareil, c'est un deck que vous pouvez facilement contrer, à savoir si vous connaissez les cartes, est-ce que je le laisse toucher ou est-ce que je le laisse pas toucher pour mieux contrôler le restand quoi. Donc pareil, il suffit de lire les cartes adverses et puis c'est bon. Hein. Et il y a un truc aussi qui est enfin il y a vraiment ce côté-là assez rigolo où on reste sur nos decks de départ, mais on a... Si je peux donner moi mon staffy, moi mon ressenti en fait c'est tout simple, c'est que j'ai un nouveau deck toutes les semaines. C'est vrai, hein, c'est pas vrai. Avec toutes les cartes que t'as, tu peux te faire plaisir. Oui, bah moi je prends 4 boîtes à chaque extension, c'est 250 €, donc ça fait un budget de 1000 € par an. Ça fait un carton de Vanguard. Pour un TCG, c'est honnête. Pour un TCG, honnêtement, c'est vraiment honnête. Et quand je dis 4 boîtes, j'ai pas toutes les cartes, mais après avec les tournois, du coup, je peux les récupérer. Et à l'unité, après, on complète, c'est vraiment pas très cher. C'est ça, l'échange entre les potes. Et du coup, voilà, le jeu est bien parce que moi j'ai un nouveau deck toutes les semaines, j'ai une idée, enfin Vincent la dernière fois il me disait j'ai une idée toutes les 3 secondes. Ouais c'est ça, j'ai une idée de deck building toutes les 3 secondes, je me dis attends il y avait cette carte là, elle me plaisait bien, oh putain il y a ça à faire. Il y a un deck. Ah ouais c'est comme là le deck Kion là que j'ai buildé, et je l'ai buildé la semaine dernière, on l'a testé ensemble, c'est pas ouf. Et après du coup j'ai eu le déclic de dire ah bah tiens cette carte marche bien ensemble, et là du coup le deck il est assez sympa, mais je pense qu'il y a moyen encore de l'améliorer.
Il y a vraiment une carte, enfin j'ai un deck Gobelin Démon, mais comparé à Vincent, je joue pas vraiment sur la mécanique Gobelin Démon, je joue sur Esseria, qui est aussi une carte d'essai double. De la première extension. Non, de la BT2 Esseria. Première? Non, je te jure, Esseria c'est BT2. C'est la cover de la BT2, Vincent. T'es pas sérieux? Je te jure que si. Mais tu as entièrement raison. Tu peux aller me faire enculer. Ouais, donc du coup je disais, voilà, vous pouvez vraiment faire les decks sur lesquels vous voulez jouer. Il y a vraiment énormément de choses à explorer. En termes de deck building, c'est assez vaste, le jeu est équilibré. Bref, pour moi, sur Dragoborn, en tant que jeu lui-même, ils n'ont pas fait d'erreur pour l'instant. Si vous souhaitez commencer le jeu, on peut vous conseiller peut-être de prendre un trial deck. Ouais. C'est assez solide de prendre un trial deck en général. Les trial decks sont assez bien faits, après vous pouvez compléter, ou bien vous demandez une decklist si un archétype vous plaît. Ouais. Et là du coup les gens peuvent vous aider. Il y a un Discord, il y a deux trois trucs où vous pouvez trouver des sources d'informations qu'on vous aide. Donc voilà, franchement Dragoborn, pour moi, note de satisfaction 115%. En plus vous avez des produits ultra... 115% sur l'île. Voilà. Non. vous avez des produits aussi ultra pro qui sont vachement sympas. Donc ouais, nous on est assez contents de Dragoborn. Et on ne peut que vous recommander d'essayer si jamais vous avez envie, quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sur si vous souhaitez tester Dragoborn, si vous voulez plus de contenu Vanguard ou plus de contenu Dragoborn. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique TCG.